En réalité, quand on regarde le continent africain, on se rend compte que c'est un vieux socle géologique qui présente l'intérêt d'avoir aujourd'hui à peu près toutes les ressources dont le monde a besoin pour entamer ce qu'on appelle la nouvelle révolution digitale. C'est vraiment le continent le plus avancé, à la fois dans sa gestion de l'économie, dans sa gestion des ressources naturelles. On sait bien que les paysans africains sont dans une stratégie de minimisation des risques. On sait bien à quel point ils ont depuis très longtemps mis au point des systèmes pour essayer de faire face aux aléas. Mais le continent africain aujourd'hui, ce dont il souffre, mais c'est aussi un atout, c'est que la moitié de la population a moins de 15 ans. Comment voulez-vous gérer un pays où la moitié de la population a moins de 15 ans? Et en plus, quand vous formez ces jeunes, eh bien, ils partent. C'est-à-dire qu'en fait, vous formez des gens extrêmement compétents qui deviennent médecins, ingénieurs, agronomes dans le reste du monde. Ce qu'on appelle l'exode des cerveaux. Donc, on a aujourd'hui une sorte de, de recul qui fait qu'on a l'impression que l'Afrique est très difficile à développer. En réalité, ma conviction, c'est que dans 30 ans, on regardera ça en disant « mais quand on pense que cette Afrique, on pensait qu'elle ne se développerait jamais, alors qu'en réalité, qu'il s'agisse des personnes âgées qui sont prises en charge en Afrique, qui ne sont pas livrées elles-mêmes, qu'il s'agisse des mécanismes de solidarité, qu'il s'agisse des mécanismes de résistance et de résilience face aux chocs climatiques, qu'il s'agisse de la capacité à adopter très vite l'innovation dans ce qu'on appelle le saut de grenouille, on a l'impression qu'il suffit effectivement qu'il y ait un déclic qu'on voit dans certains pays, parce qu'il y a certains pays aujourd'hui qui sont très avancés, très avancés. Malheureusement, ce sont plutôt des pays où les dirigeants sont un peu autoritaires, mais nous avons aussi des démocraties très avancées. Pour moi, le jour où l'Afrique apprendra à gérer intelligemment tous ces gens qui veulent, tirer parti de ces richesses en faisant jouer les concurrences et les convoitises chinoises, indiennes, turques, israéliennes, françaises, anglaises, américaines, comme le font d'ailleurs déjà certains pays, elle deviendra la première puissance mondiale parce qu'elle aura à la fois la jeunesse, la démographie, les matières premières et la capacité à gérer la nature. Merci Calix Meyer. Alors Sylvie Brunel, il faut qu'on avance un peu dans cette émission et il y a une question économique qui se pose. On considère que les ajustements structurels, vous pourrez même expliquer ce que ça veut dire, bien sûr, oui, du FMI, de la Banque mondiale, de l'OMC, etc., ont provoqué des faillites socio-économiques, pas simplement en Afrique, on l'a vu aussi en Amérique latine. Est-ce que vous considérez que c'est encore vrai aujourd'hui? Alors, il faudrait rappeler très rapidement que l'Afrique est entrée dans la crise de la dette dans les années 1980-1990, qu'à la suite de cela, elle a vu des cohortes d'experts internationaux lui prendre, sa souveraineté pour appliquer ce qu'on appelle des programmes d'ajustement structurel, c'est-à-dire libéralisation, ouverture des frontières, privatisation des entreprises publiques. Parallèlement à cette ingérence économique, il y a eu une ingérence politique puisqu'on a conditionné l'aide à la démocratisation, sachant qu'un certain nombre de chefs d'État tenaient leur légitimité de leurs soutiens extérieurs, que ces soutiens viennent du monde occidental ou du monde soviétique. Dans les années 1990-2000, l'Afrique est entrée dans ce que j'appelle dans mes livres la décennie du chaos, c'est-à-dire que ces deux chocs extrêmement brutaux ont provoqué un grand nombre de guerres civiles, 35 pays en guerre sur 53, puisque le Soudan du Sud n'existait pas encore, face auxquels nous avons répondu d'abord par de l'humanitaire, dans une logique de containment, c'est-à-dire qu'on avait, à l'époque... Tout ça, c'est de l'histoire, mais aujourd'hui... mais vous savez bien, Émile, que pour comprendre aujourd'hui, il faut mettre un petit peu le nez dans l'histoire. Ensuite, l'Afrique est entrée dans une forte période de croissance qui était la période 2000-2010 à peu près. Il y a eu, vous le savez, en Occident, la crise des subprimes. Elle a pensé qu'elle en serait exclue, mais elle en a subi le rebond, ce qui a provoqué un certain nombre de crises. Ensuite, il y a eu de 2010 à 2020 ce qu'on pourrait appeler la période chinoise, avec une Chine extrêmement présente en Afrique, investissant beaucoup, et puis des process d'annulation de dette aussi de la part des Européens et des Occidentaux, se rendant compte que finalement ils avaient placé les Africains dans des conditions dont ils ne pouvaient pas sortir.
Et ensuite, il y a eu la pandémie de Covid. Cette pandémie de Covid, elle a eu quelque chose de très surprenant, c'est qu'on s'est rendu compte que l'Afrique manifestait une résilience extraordinaire. Le reste du monde tombait dans une espèce d'hécatombe et on voyait que l'Afrique, elle résistait, d'abord parce que sa population... Oui, mais votre diagnostic aujourd'hui... Mais oui, mais pour comprendre mon diagnostic aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'acteurs étrangers qui s'intéressent à l'Afrique, mais qu'il n'y a jamais eu autant aussi d'opportunités, comme l'a dit Calixte, pour les Africains de jouer de ces rivalités, de ces concurrences, pour tirer leur épingle du jeu, sachant que c'est eux qui possèdent aujourd'hui les richesses que le monde entier convoite pour pouvoir réussir la transition écologique. Ils ont toutes ces richesses, il s'agit juste qu'ils en reprennent, comment dire, la souveraineté. Aminata Traoré, j'aimerais de ces grandes institutions, Sylvie Brunel, mais certaines ONG sont en elles-mêmes de grandes institutions. Pour ne pas les citer, par exemple, Oxfam a des moyens considérables. Quel bilan vous faites de cette action des ONG, disons des principales ONG en Afrique? Le bilan, il est contrasté, il est positif, Alors, vous savez, Émilie, il y a un proverbe en Afrique qui dit « la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit ». Et vous avez donc une prolifération d'institutions qui prétendent tous sauver l'Afrique malgré elles. Vous savez que le développement, c'est avoir la capacité de choix, c'est-à-dire être souverain quand on est face à son destin. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans le domaine de l'humanitaire aujourd'hui, tout un ensemble d'acteurs prétendent, à leur niveau, savoir mieux que le paysan africain ce qui est bon pour son avenir. On constate que dans l'environnement, et Calixte y a fait allusion, on crée aujourd'hui des zones protégées, mais protégées contre l'éleveur africain, contre le paysan africain, avec la complicité des autorités locales. On constate aussi que chaque fois que l'on reçoit un prêt, alors vous savez que l'Europe a largement aujourd'hui annulé sa dette et délié son aide, c'est-à-dire qu'elle ne conditionne plus son aide à l'achat de biens et de services en provenance de l'Europe. Mais ce n'est pas du tout le cas de la Chine, qui est d'une façon beaucoup plus cynique et qui exige, pour pouvoir construire des infrastructures, avoir accès aux ports, mettre en place des mécanismes de coopération, d'avoir la mainmise sur les matières premières africaines, qui crée aussi des systèmes complètement fermés où elle n'emploie pas les Africains. Il y a très peu, par exemple, de mariages qu'on pourrait appeler interraciaux, même si cette formule ne veut rien dire. Donc on se rend compte qu'effectivement l'Afrique est envahie d'acteurs aux motivations plus ou moins troubles, qu'elle a beaucoup de mal à coordonner, qu'elle a beaucoup de mal surtout à dominer, si je puis dire, c'est-à-dire dont elle a beaucoup de mal. Et je pense qu'il faut qu'elle reprenne dans ce domaine sa souveraineté. Et pour ça, il ne faut plus qu'elle demande d'aide de l'extérieur, parce qu'elle a elle-même les moyens sur place, avec toutes ces matières premières, avec tous ces atouts, de transformer sur place en créant un marché intérieur, un processus de développement qui la rendrait, comme les pays d'Asie, comme la Chine, comme les émergents d'Asie de l'Est, totalement souveraine quant à son avenir. Et c'est en cela que je pense, pour revenir à ce que disait Calixte tout à l'heure, qu'on peut très bien avoir dans 30 ans un renversement total de l'histoire de l'humanité, avec une Afrique où un humain sur 4 sera effectivement africain et qui donnera le là au reste du monde sur la gestion des personnes âgées, sur la gestion de la nature, sur la gestion de l'énergie, sur la gestion aussi de ce qu'est un développement qui sait saisir le meilleur des technologies. Je vous ai entendu. Alors, puisqu'on est Sylvie Brunel, vous venez de publier « Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre ». Nous aurons l'occasion de parler des paysans, de l'agriculture. Mais pourquoi vous avez publié ce cri aujourd'hui? Parce que dans le monde entier, on n'a jamais autant parlé de l'arme alimentaire, de l'insécurité alimentaire, qu'il y a dans le monde entier plus d'1,3 milliard de paysans qui travaillent dur, qui nous nourrissent, et que dans tous les pays, ils sont méprisés, ils sont critiqués, alors que tous les enjeux aujourd'hui écologiques, énergétiques, paysagers, patrimoniaux et bien sûr nourriciers passent par eux parce qu'ils travaillent avec le vivant, et c'est particulièrement vrai sur le continent africain où les mégalopoles sont extrêmement importatrices de nourriture alors qu'on a encore plus de la moitié de la population qui travaille dans les campagnes. Donc vous considérez aujourd'hui que l'alimentation est sacrifiée
au profit de la grosse industrialisation et du capitalisme international? Non, c'est pas ça. C'est pas ça? Non, je considère que la souveraineté alimentaire, c'est une question essentielle qui est revenue au premier plan avec la pandémie, la guerre en Ukraine, l'inflation, le fait que les exportations de la Russie et de l'Ukraine ont été bloquées pendant très longtemps, alors que vous le savez, la Russie est aujourd'hui le premier producteur de blé au monde, et que nous avons besoin aujourd'hui, dans ce monde de plus en plus urbain, de reconsidérer ces gens dans les campagnes qui triment dur, comme l'a dit Calixte, qui élèvent des bêtes et qui sont souvent considérés comme la dernière roue du carrosse. Merci donc pour cet éloge mérité.